bienvenue dans cette causerie. On est dans le cadre évidemment du Explore Alpes Festival, organisé par Thibaut, qui nous fait le plaisir d'être dans la salle pour parler ce soir d'un sujet ô combien important pour la vallée de la Tarentaise et puis pour la montagne en général, et bien au-delà même, c'est la mobilité, avec nos invités et avec cette opportunité justement de parler et de mobilité et de faire un focus tarentaise en particulier. Les invités tout de suite avec moi, donc on est avec Laurent Schell, Denis Bolaving, Valentine Loquet à côté de moi et Didier Chomaz. Je vais vous demander tous évidemment de faire un premier petit tour de table pour vous présenter vous-même. Ce sera aussi simple comme ça. Laurent, multiples casquettes, donc pour essayer de faire court, quel est l'un principal ce soir lié à la mobilité et à cette causerie? Ce soir, j'interviens plutôt comme vice-président de la communauté de communes en charge de la mobilité et du transport, voilà, sur ce beau territoire. Denis? Donc moi j'interviens en tant que responsable commercial chez Poma, en charge des projets de transport urbain, ascenseur valléen, tout ce qui n'est pas de la neige. Didier Chomaz avec nous. Alors moi je suis un utilisateur régulier de la ligne ferroviaire entre Chambéry et Bourg-Saint-Maurice. J'habite Chambéry, donc je travaille dans le cadre de la plateforme énergétique mise en place par la PTV pour conseiller les copropriétés en station sur les économies d'énergie qu'elles peuvent faire. Et donc j'utilise beaucoup le train, le vélo, le bus pour me rendre sur un lieu de rendez-vous. Et Valentine? Donc Valentine Loquet, APTV également, APTV, Assemblée du pays de Tarentaise-Vanoise, c'est peut-être pas le dire. Le syndicat mixte de Scott qui rassemble les 5 communautés de communes de Tarentaise. Et donc à cette fameuse APTV, je suis en charge des mobilités durables depuis 2 ans. Il y a le train. Le train, on n'en a pas encore parlé. Tout le monde doit en parler à un moment ou à un autre, mais c'est ta spécialité aussi de t'être intéressé au réseau ferroviaire. Qu'est-ce qui est efficient ou qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui qui est choquant avec le réseau ferroviaire actuel, des choses qui avancent pas et ça te semble incroyable que ça avance pas? Eh ben, ce qui est choquant, c'est que à l'heure où je vous parle, là, je ne sais pas quelle heure il est, 18h30, quelque chose comme ça, je n'ai plus de train là pour redescendre à Chambéry. Hein. Le dernier train qui part de Bourg-Saint-Maurice, il part à 18h13, ce qui est, on va dire, très tôt. Imaginez, on peut citer, on va dire, plein d'exemples, hein, mais moi qui suis venu en train, là, train plus car, je passe la nuit ici, hein, parce que j'ai pas envie de venir en voiture, mais celui qui doit redescendre à Chambéry, il est condamné à prendre la voiture. Et en plus, il y a un train qui redescend à vide à 20h, hein, c'est-à-dire comme il y a en fait 9 circulations en jour de semaine, hein, dans le sens Chambéry, Bourg-Saint-Maurice et 8 dans l'autre, pour rééquilibrer, il y a un train qui redescend sans service, certainement avec un contrôleur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'autre sens, donc sur les 9 circulations montantes, il y en a 5 qui arrivent à Bourg-Saint-Maurice après 18h30. 4 dire, du matin jusqu'à 18h30 et 5 circulations de 18h30 jusqu'à 23h30, 24h. Voilà des choses un petit peu qu'il faudrait revoir. Parmi, donc c'est justement le groupe de travail animé par Valentine, hein, où on essaie de faire en sorte que de révéler tout ça et de négocier, on va dire, avec aussi bien SNCF Voyageurs et même SNCF Réseau, hein, puisque là, ils nous pénalisent aussi. C'est-à-dire que le premier train qui arrive à Bourg-Saint-Maurice le matin, il arrive à midi moins quart quand même. Donc avant, c'est vrai qu'il y a des cars, hein, mais les cars, c'est beaucoup plus contraignant, c'est beaucoup plus long. D'ailleurs, ça c'est-à-dire que quand on remplace un train par un car, toutes les études le montrent, le nombre de voyageurs diminue aussi. Laurent, en tant qu'élu, vous avez un dialogue régulier et clair avec la SNCF? Alors c'est un peu compliqué parce que le train, c'est pas une seule personne et ça serait magique, hein, si on n'avait qu'un seul interlocuteur. On a un interlocuteur très jacobin
très parisien, qui est très loin, donc on ne le voit pas. C'est tout. Les décisions sur ce qui nous touche vraiment au quotidien se prennent très très loin du quotidien. En plus, franchement, la montagne est quand même dans les dispositifs de la SNCF et pas prioritaire. On ne va pas dire que voilà, c'est pas ce qui compte. C'est une activité pour eux très très saisonnière qui est plus compliquée à mettre en œuvre. Donc, aller chercher des interlocuteurs, c'est d'abord la région, parce que l'interlocuteur des trains du quotidien, des TER, c'est la région. C'est elle qui fait les investissements. Et si, là, on le voit bien, il y a eu un petit déficit d'investissement ces 15 dernières années, je vais dire, là, on est en train d'essayer de rattraper. Il y a eu l'annonce d'un plan d'investissement très fort par la région, mais ça veut dire qu'on va être, dans 4 ans, alors tiens, c'est marrant, c'est 2030, mais dans 4 ans, on aura peut-être des nouvelles rames qui vont arriver, parce que si elles sont commandées maintenant, je ne suis pas un spécialiste du transport, mais et puis après, la région, on a derrière, effectivement, des interlocuteurs qu'on arrive à mobiliser qui sont plutôt sur les gares. Je pense à Gare et Connexion, par exemple, pour le projet de pôle d'échange multimodal. On arrive à discuter avec eux maintenant. On travaille un petit peu plus proche. Et puis bon, j'allais dire la région ils ont un peu stabilisé leur gouvernance et ça se passe beaucoup mieux. Hein. On a et chez les techniciens et chez les élus, on est plus écouté. Hein. On a vu avec les rencontres organisées par Valentine et la PTV, les rencontres alpines de la mobilité. Et puis ensuite, là, on vient d'écrire, par exemple, au président de la SNCF pour lui dire donnez-nous un interlocuteur. Débrouillez-vous. On comprend que c'est pas vous qui allez gérer nos problèmes, mais voilà les problèmes que l'on a. Et on a besoin de cet interlocuteur. Parce que, tu as parlé du cadencement, hein, mais on a plein de sujets sur la SNCF, mais je pense que vous serez mieux que moi pour en parler. Oui, justement, là, Valentine lançait le sujet de l'intermodalité, justement, et de l'importance que les ascenseurs valéens soient pensés avec une gare, évidemment. C'est vrai qu'on citait Saint-Gervais, pour le coup, qui est, je pense, à prendre en exemple, un avis totalement extérieur. Il y a des projets comme ça en Tarentaise ? Des projets, oui. Donc il y en a plusieurs en Tarentaise. Certains serpents de mer, d'autres plus récents, avec vraisemblablement une priorisation sur ceux qui sont en intermodalité train, parce que je suis complètement d'accord avec ça aujourd'hui. Mais ça va créer quelques projets. Et la dynamique Jeux Olympiques, on pense qu'effectivement ça va accélérer des choses. Le Funiflen, ce n'est que partie remise. Hein. Le projet Funiflen, il datait d'il y a 25 ans en arrière. Il reviendra, parce que effectivement c'était un bon projet, je dirais bancable, c'est pas un gros mot, hein, dire j'ai participé à des forums de transition écologique, il y a des financeurs pour la transition écologique, parce qu'il y a un intérêt financier aussi, donc voilà, c'est possible, et il y a des projets, et dans l'urbain aussi il y en a, mais voilà, il faut être patient, il faut construire ça, il faut savoir, mais on apprend. Donc on apprend pour accompagner. Didier, vous êtes aussi, parmi toutes vos casquettes ou toutes vos passions, en tout cas, ou toutes vos occupations, vous êtes aussi membre et référent pour la vallée de la Tarentaise, l'association française des véloroutes et des voies vertes. Comment elles vont, les voies vertes ? Est-ce qu'elles se connectent aux ascenseurs valléens ou au parking de covoiturage ? Alors, bon, déjà, elles se développent. Hein. On le voit là sur la vallée de la Tarentaise, on a quand même actuellement peu de points noirs par rapport à d'autres vallées alpines françaises. Hein. Je ne parle pas de la situation dans d'autres pays comme la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, hein, où ce type d'infrastructure s'est développé beaucoup plus rapidement qu'en France. Moi, l'idée aussi, c'est plus la complémentarité train plus vélo à travers ça. C'est-à-dire que aussi faciliter l'emport des vélos dans les trains. On le voit. Et si on veut faire de toute façon de la circulation plus écologique, le train ne nous amène pas à l'endroit
exact où on veut aller. Hein. C'est-à-dire qu'après, il peut nous rester 2, 3, 4, 5 kilomètres qu'il faut faire avec un autre moyen de transport. Donc c'est là où le vélo, et c'est pour ça que là on voit de plus en plus de personnes qui utilisent le vélo dans le train, c'est aussi pour ça. Et donc moi, si je prends sur mon cas personnel, parce qu'il y a aussi maintenant, on dit oulala, mais ça commence à être problématique, tous ces vélos dans les trains. Et il faudrait vraiment qu'on les incite à ce qu'ils ne mettent plus leur vélo dans le train, c'est-à-dire à dire ça serait peut-être bien qu'ils aient un deuxième vélo. Alors c'est déjà un peu plus un deuxième vélo là où ils vont. Alors ça marche si c'est, on va dire, quelque chose, un déplacement régulier, mais si c'est quelque chose un déplacement qui est occasionnel, déjà ça marche plus. Et puis après c'est toujours un petit peu pareil. Le deuxième vélo, là on est en territoire de montagne. Si on doit avoir un deuxième vélo électrique, ça pose déjà plus de problèmes, parce que s'il faut monter 3, 4 à 5 km, sur les versants, c'est déjà plus difficile. Hein. Donc attention des fois aux idées un peu, je dirais, un peu fourre-tout, trop faciles. Donc moi, j'incite beaucoup plus à ce qu'il y ait plus d'espace vélo dans les trains. Alors, on commence à le voir sur des itinéraires où il y a beaucoup d'itinérance à vélo. C'est par exemple la Loire à vélo. La Loire à vélo, l'été, maintenant, vous avez des trains, vous avez des espaces vélos qui sont importants. Sur la Via Rona, sur les trains Lyon-Marseille, par exemple, TER. Alors, je ne parle pas de l'Allemagne. Moi, j'ai une culture assez... j'ai du vécu en Allemagne. Moi, c'est ce qui m'a donné aussi beaucoup l'idée de dire, mais punaise, ils le font en Allemagne, pourquoi on ne le fait pas en France, parce que là, c'est facilement 60 vélos qui montent dans une rame de TER, quoi. Oui, Marion. J'avais une question, on a évoqué tout à l'heure avec Valentine justement le nombre maximal qu'on a atteint avec le nombre de voitures, donc on est à peu près à 146 000. Et je voulais savoir, parce que nous sur le prisme de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en train. On voit les usages notamment sur le funiculaire ou les navettes, où on est de plus en plus pressé par le nombre de gens qui viennent. Est-ce qu'on a aussi des chiffres à partager, que ce soit Didier ou Valentine, sur l'usage et les tendances du train? On a l'impression quand même qu'il y a plus d'usagers ou pas du tout? On avait 37 allers-retours, 37 ou 36 TGV par samedi de pointe hivernale. Et là, on estime qu'on en a perdu entre 1 et 5, je crois. Donc en fait, il y a de moins en moins de trains. Peut-être que Didier il a plus de précision. Et du coup, 156 000 véhicules un samedi de pointe en février dernier. Juste pour t'apporter un petit élément de compréhension supplémentaire, les comptages routiers, ils sont avant Moutier. Donc du coup, on ne connaît pas après la séparation. Mais à mon avis, en fait, en termes de lits, c'est à peu près autant de lits côté tarentaise que côté haute-tarentaise. Donc ça paraît logique que les flux ils se divisent pareil. Et je pense que vous avez plus de trains plus de gens qui viennent en train parce que logiquement, t'arrives en train à Bourg, après tu prends le Funi. Mais en fait, ta question, elle soulève une autre réponse, donc je ne vais pas répondre directement, je laisserai Didier pour les détails plus chiffrés. C'est qu'en fait, on a besoin d'objectiver. Et en fait, pour prendre des décisions, du coup, éclairées, comme je disais tout à l'heure, avec le calcul de tonnes de CO2 économisées, ou tout ce que Laurent disait sur on aimerait bien savoir le covoiturage, si ça décolle ou pas, voilà. Franchement, on tâtonne de fou en fait. C'est super dur parce que faire une enquête mobilité hyper bien maillée, très précise, comme une enquête ménage, c'est très long, très lourd, très cher. Franchement, on manque de moyens même pour ça, ou alors il faut une volonté politique hyper forte et portée à l'échelle de l'APTV, parce que là, Laurent, la Comcom de la Tarentaise, il y a plein de mobilité, il y a plein de volontés politiques, il y a 4 autres Comcom dans l'APTV. Et si on ne fait pas une étude à l'échelle du bassin de mobilité qui est pertinent, franchement, c'est un peu dommage. Enfin, voilà, on n'utilise pas les moyens. Donc en fait, pour moi, ta question, elle soulève la question de comment on fait pour... Aujourd'hui, on est en 2024, on a plein de moyens de suivre, en fait, d'avoir plein d'indicateurs mobilité, plein de données, et pour faire du travail sérieux,
Là, carrément, il faut qu'on objective tout ça et qu'il faut même avoir le nombre de trains, le taux de remplissage des cars régions ou le taux de remplissage des TER. Franchement, c'est compliqué. Moi, je pose les questions, je repose et je repose et je repose et je repose depuis 2 ans. Et le taux de remplissage des cars régions entre les gares de Tarentaise et les stations, j'ai toujours pas eu la réponse, quoi. Moi, je voulais juste compléter. Donc, le nombre de TGV a quand même fortement diminué depuis 2012. Là, je parle de nombre de rames TGV. C'est-à-dire qu'on en a mis au rebut un bon nombre, 25% à peu près. On est si vous voulez, en ordre de grandeur, on est passé de 500 TGV à 400 TGV entre, on va dire, 2012 et 2023. Alors pourquoi, en termes de stratégie SNCF, il faut savoir qu'en France, on a les péages les plus chers. C'est-à-dire qu'au niveau du ferroviaire, on ne veut pas faire payer le contribuable, on veut faire payer l'utilisateur, l'usager. Pour dire, à titre comparatif, en Italie, les péages ferroviaires, c'est 3 € du kilomètre en moyenne. En France, c'est 10 € du kilomètre. Allemagne, Autriche, Suisse, on est plutôt de l'ordre de 6 € du kilomètre. Donc la stratégie de SNCF Voyageurs, puisque SNCF Voyageurs paye un péage à SNCF Réseau, et SNCF Réseau, on lui dit, voilà, ça sera quasiment que les recettes des péages qui vont vous servir à entretenir le réseau. Ce qui fait qu'en France, on est le pays où on donne le moins d'argent public au nombre d'habitants. Donc c'est un petit peu la conséquence de tout ça. Alors donc qu'est-ce que l'on fait? Alors ça ne veut pas dire qu'il y a moins de voyageurs. Il y a moins de TGV, c'est sûr, qui arrivent pendant les week-ends de la saison de ski, mais ce sont des TGV qui sont extrêmement remplis et où on en met même 2 que l'on attache l'un à l'autre. Combien de personnes dans un TGV? Alors, on est sur des... Alors, on va dire, on est sur 400 à 500 personnes, on va dire, par rame de TGV. Même pour les Ouigo, par exemple, on monte à 600, parce qu'ils ont réaménagé avec, effectivement, des places plus restreintes. On va dire le maximum, c'est par exemple 2... Alors, les Ouigo fonctionnent avec 2 rames. C'est-à-dire qu'un TGV Ouigo, c'est 1200 personnes transportées. Donc c'est pour ça que Ouigo, en fait, fait des tarifs aussi, on va dire, très bon marché, en quelque sorte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les trains Ouigo circulent beaucoup plus que les TGV Inouï, par exemple. On estime à peu près qu'un TGV par mois fait 30 000 à 40 000 km en TGV Inouï. Ouigo, c'est 2 fois plus. On monte à 60 000 à 80 000 km. Et il gère, on va dire, il gère un peu comme c'est déjà géré dans d'autres pays. C'est-à-dire que le service de ménage, l'entretien, il commence à le faire alors que le train, il n'est encore pas arrêté. Moi, j'ai l'exemple de la Bretagne. La Bretagne, c'est assez éloquent. Les TGV Ouigo pour la Bretagne font 2 allers-retours dans la journée. Le matin, ils font Paris-Brest, retour Brest-Paris, et l'après-midi, ils font Paris-Quimper, retour Quimper-Paris. Et ceux, par exemple, l'après-midi, qui veulent aller à Brest, ils leur proposent une correspondance à Quimper et de terminer en TER Quimper-Brest. Donc c'est vraiment là optimisé. Alors pour dire, est-ce qu'il y a plus de personnes qui viennent en train? C'est pas dit, en fait, qu'il y en ait moins, parce qu'il y a moins de TGV, parce que c'est des TGV, on va dire, mieux remplis, on n'a pas les chiffres. Par contre, moi, ce que je constate, parce que moi, je voyage beaucoup plus en semaine, et je remarque que les trains en semaine, pendant la saison de ski, sont beaucoup mieux remplis par les skieurs. Maintenant, c'est tous les jours de la semaine que c'est bien plein, en fait. C'est bien rempli. Enfin, quoi qu'il en soit, si on dit que un TGV égale 1000 personnes, moyenne, 400, et donc j'ai pris 1200 pour le Ouigo. Voilà. Et donc, combien de lits à remplir un samedi de pointe? Voilà.
Les Donc, TGV se remplissent donc, pourra en progresser, moyenne mais à c'est pas the solution. 70-80%. Hein. Et ils s'amortissent comme ça. Hein. Question. C'est plutôt une réponse. Je travaille à la gare, donc j'ai un peu les chiffres en tête. La première réponse, c'est sur le TGV. Donc effectivement, il y a moins de circulation TGV dans la journée. C'est aussi un choix stratégique de coupler deux TGV ensemble. Donc en fait, il n'y a pas moins de rames TGV qu'il y a, alors je ne sais pas 2012, mais il y a 3-4 ans en arrière. Globalement, on met moins de circulation. Par contre, on met plus ou moins autant de rames. Par contre, on considère que pour du tourisme, en fait, on peut avoir moins d'offres dans la mesure où qu'un touriste, qu'il arrive à 11h, à 11h30, à midi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et par contre, nous, ça nous permet aussi de fiabiliser les horaires des trains, les heures, parce qu'on est extrêmement tendu en plein hiver. Et du coup, on va dire à partir de Moutier, sur les gros samedis, on emmène à peu près 50 000 à 60 000 personnes sur l'ensemble de ce qu'on est capable de faire, aller-retour compris, et globalement c'est 40% en Bourg-Saint-Maurice, 30% des gens qui descendent à Moutier à peu près, et les autres aiment Landry, Albertville. Mais voilà, sur les gros week-ends, on monte entre 70 000 et 100 000 personnes sur les plus gros week-ends qui circulent en train. Et juste pour te répondre, sans compter que depuis 2016, on n'a plus de train de nuit. C'est ça qui est. Donc là, sans les trains de nuit, on a perdu entre 40 et 50% de la capacité à amener des gens en train en Tarentaise. Non, sur ce sujet, alors c'est vrai qu'on a parlé, on a un peu évoqué la question des infrastructures, enfin de la commande des trains et le fait qu'il y a peu de matériel roulant disponible. C'est le cas, c'est ce qu'on nous rétorque par exemple sur le train de nuit, hein, en disant on n'a pas de train à mettre sur une ligne comme ça, et c'est vrai que ces trains ne sont pas fabriqués ou sont fabriqués en Allemagne ou ailleurs, et effectivement il faut les acheter. Après, il y a la question des infrastructures. Et c'est clair que là, le travail qui avait été fait avec CETEC et la PTV a montré les points faibles un peu du réseau et ce qu'on pourrait améliorer. Il n'y a pas longtemps, on a eu une présentation par le président du conseil départemental de Savoie, Hervé Guémard, qui est, alors qu'ils n'ont aucune compétence transport au départ, mais comme le disait Valentine, quelques petits points, en fait, ils sont quand même sur le réseau routier, par exemple, donc ils peuvent faire des choses. Mais il y a un engagement réel. Et on parlait... voilà, donc on sait ce qu'il faudrait améliorer, dans quel à peu près voilà, il y a une voie de garage à Bourg-Saint-Maurice parce qu'on ne sait pas stocker les trains. Il y a une monovoie qui est sur la moitié de la Savoie et qui mériterait d'être doublée à certains endroits. Enfin voilà, il y a plein de sujets techniques que je n'aborde pas, mais voilà, infrastructure, on a un vrai plan à faire, un vrai plan stratégique. Et on voit que sur le train, à l'heure actuelle, comme c'est de la compétence de plusieurs structures, comme on vient de le voir, la stratégie du bassin de mobilité, il n'y a pas de stratégie parce qu'en fait, les gens ne se rencontrent pas, ne travaillent pas ensemble pour pouvoir fixer peut-être un objectif. Hein. C'est les plans d'aménagement, ça sert à ça. Hein. C'est à voir un peu l'avenir et à construire. Donc nous, en tant qu'élus, on commence à dire, bon là, ça commence à bien faire parce que normalement, on devrait avoir, à l'époque où il y avait la DATAR, où il y avait des trucs, voilà, il y avait des grands plans stratégiques et on les comptait. Puis après, il y a plein de petits sujets de convénience. Voilà, le système. Alors, on a parlé des prix, et je pense que c'est un vrai sujet parce que le prix du train et particulièrement le prix du TGV est très cher en France. Et moi aussi, qui me balade quand même beaucoup en Europe, on est quand même très très cher. Alors, c'est plein de raisons, hein, le poids historique de la SNCF et de son modèle de RH entre autres. Et puis voilà, mais bon, ça c'est des sujets un peu à part. Donc il y a ce prix. D'ailleurs, quand il y a des choses qui se font, qui sont bien, il faut le dire. Hein, l'arrivée du Ouigo quotidien a été quand même pour beaucoup de gens quelque chose qui est allé dans le bon sens. Après, il y a la question toujours de convénience, de la capacité à réserver. Alors moi, je regrette, hein, c'est vraiment un truc qui me frappe. Nos clients peuvent réserver 1 an à l'avance facilement leur hébergement.
ils sont obligés d'attendre 3 mois avant leur arrivée pour faire leur réservation. Et ça, c'est un vrai frein à la réservation. Parce que voilà, les TER qui ne sont pas réservables, alors ça, c'est insupportable. Il y a des gens, et ça touche aussi, par exemple, nous sur les ailes de saison. On n'a pas de TGV avant, tu vois, par exemple pour le Critérium, puisque je sais que tu es très présent sur le Critérium, on n'a pas de train qui arrive à ces moments qui sont pourtant où on a des moments un peu forts, événementiels, mais surtout on a l'arrivée dans notre Tarentaise à partir de mi-novembre, on a l'arrivée de tous nos travailleurs. Et c'est des gens qui, n'ayant pas de train, ne pouvant pas réserver quelquefois les liaisons, etc., viennent avec leur voiture. Et franchement, je pense que c'est des petits sujets comme ça, mais la question de la réservation et de l'optimisation, voilà. Et puis, quelquefois, il faut travailler sur plein de canaux de réservation ou canaux à l'ère du numérique pour arriver. Alors bon, on a GoTigne, Go les Arcs, etc., qui essayent de trouver aussi des solutions pour optimiser. Mais c'est vrai que quelqu'un qui part de Paris et qui part d'un arrondissement un peu, etc., lui faire tout son trajet, ça semble normalement l'interconnexion de tous ces systèmes de réservation devrait être fluide à notre époque. À part Google, il n'y en a pas beaucoup qui le font, quoi. C'est clair. Et voilà, donc il y a plein de petits freins au ferroviaire qui sont à prendre en compte. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Oui. On prend souvent l'exemple de la Suisse pour son maillage interne et sa fiabilité pour les trains. Est-ce qu'on sait derrière ce que ça a donné comme résultat et comme évolution en termes de part de modalité, de flux de voitures pour les gens qui se rendent notamment dans les stations de ski là-bas? On a des résultats et des battus. Alors, ça fonctionne bien en termes de remplissage de train notamment? Oui, alors effectivement, en Suisse, c'est certainement le pays où les trains sont le plus remplis. Ce qui fait qu'ils n'ont d'ailleurs aucun intérêt, eux, à baisser le prix des billets, parce qu'ils se disent de toute façon, nous, les trains se remplissent. Mais ce qui ne veut pas dire que les routes ne sont pas utilisées également. Je pense que vous avez tous fait l'expérience en tant que Savoyard d'aller par exemple en Alsace en voiture et de traverser la Suisse et que vous êtes tombé, on va dire, dans les bouchons suisses des autoroutes. Donc voilà, la Suisse est un pays un peu particulier. Il y a, on va dire, la partie pleine de la Suisse, c'est là où se concentrent beaucoup les circulations. Et comment dire, ils n'ont pas complètement résolu aussi leur problème de mobilité par rapport à ça. Moi, simplement, c'est vrai que je vais souvent en Suisse et ils l'ont pas résolu. Mais c'est quand même un des rares pays de montagne où on peut traverser toutes les Alpes avec un billet, avec des interconnexions faciles. Donc c'est vrai que quand on va on prend toujours l'exemple de Zermatt, mais Zermatt, c'est absolument incroyable. Maintenant, ils ont retravaillé la chaîne. Moi, je pense à Verbier, effectivement, en reconnectant et tout, et on fait l'aéroport de Genève-Verbier de manière extrêmement fluide, ce qui n'était pas le cas il y a encore 10 ans en arrière. Voilà. Puis c'est un point important pour moi, la Suisse, c'est surtout, et là en tant qu'élu, clairement, ils ont travaillé intelligemment sur le transport routier, parce qu'on oublie aussi que les trains, ça pourrait être pour nous aussi enlever la noria de camions qu'on se tape à peu près tout le temps. Et il y a toute cette partie-là aussi qui alors, nous, c'est vrai qu'en tant que... on est sur un territoire touristique, on s'intéresse quand même en tout premier lieu au transport des voyageurs et des trucs, mais cette question du transport du fret, etc., est quand même extrêmement prégnant. Et
tu vois, je me tourne vers toi parce que moi j'ai vu l'arrivée de la catastrophe de Flaine, hein, parce que tout le monde a mis des contraintes sur le système sans mettre des solutions. Donc après, on arrive à un appareil qui devrait s'arrêter un petit peu partout, arrive à des endroits parce que ça arrange, que la connexion avec la gare a été remise en question régulièrement, alors que c'était la base même du sujet. Et puis, quand on commence à parler de fret, comment on monte ah ben non, ça ne pourra pas le résoudre. Et ça, je pense que c'est une vraie erreur. Quand on regarde sur Zermatt, le premier poste de transport, c'est le fret. Et je pense qu'il faut qu'on ait aussi cette partie-là, parce que en termes d'impact, alors là pour le coup, puis l'impact sur la santé, la biodiversité, enfin, nos amis chamoniards sont absolument ravis en ce moment que le tunnel soit fermé, hein, clairement. Denis, ouais, c'est vrai que c'est un sujet important. Hein. Juste sur Funiflaine, je ne suis pas tout à fait d'accord sur la logistique, parce qu'on avait quand même fait... et on avait mené une réflexion et on avait proposé des solutions de logistique. On a progressé encore depuis, parce que ce qui compte, c'est vraiment la bagagerie. Effectivement, j'ai été interviewé par une journaliste il y a quelques semaines en arrière. Elle me disait génial les ascenseurs Valéens et compagnie, mais un Parisien qui vient au ski, on est encore loin du compte sur la logistique de domicile, quoi. Et on y travaille. Donc à part les Arcs et Saint-Gervais maintenant. Voilà. Donc là, il y a sûrement peut-être d'autres exemples. En tout cas, en France. Pouvoir mettre quelqu'un de la gare de Lyon au sommet de la station. Oui, mais elle remettait même en cause le sujet, et ça rejoint ce que tu disais, Laurent, faut déjà arriver à la gare de Lyon. C'est déjà une aventure avec le matériel de ski et ainsi de suite, donc il faudrait déjà assurer la logistique. C'est pour ça qu'on est fiers avec nos systèmes du premier kilomètre, puisque maintenant qu'on a des transports urbains, on a le premier kilomètre et on a les derniers kilomètres. Techniquement, c'est déjà une réponse en soi avec une forme d'accessibilité qui est quand même intéressante. Mais juste pour terminer sur le Funiflaine, donc la réflexion avait été menée, il y avait une sorte de service. On a des choses qui évoluent très vite sur les véhicules autonomes aujourd'hui, parce qu'il y a aussi un coût à la logistique. Et on réfléchit avec une société qui a des véhicules qui peuvent rentrer dans les cabines. Donc on peut charger des véhicules dans une zone de stockage et faire de la logistique, y compris la nuit ou autre, ou en période creuse dans la journée, c'est encore mieux, avec des véhicules autonomes qui peuvent aller livrer ensuite en station. C'est des véhicules sur c'est des mini-plateformes, hein, qui font 1 mètre carré sur chenilles. Donc ils peuvent être dans la neige, ils peuvent être n'importe où, et ils peuvent être orientés et autonomes sur un front de neige ou des choses comme ça. Donc on est dans les balbutiements, mais on l'a à l'esprit aussi, et on y travaille pour amener des solutions. Mais on est à 100% d'accord là-dessus. Je vais vous demander un petit exercice chacun pour conclure cette causerie. Les discussions pourront sûrement se continuer juste après, autour d'un verre. Le petit exercice, c'est de conclure en 3 ou 4 mots maximum sur ce qui serait pour vous l'enjeu prioritaire ou j'allais dire le rêve, en tout cas ce que vous aimeriez le plus voir avancer dans les semaines, dans les mois qui viennent. Comment vous voyez cet avenir pour la Tarentaise? 4 mots. Et t'es pas obligé de commencer, hein, si tu veux réfléchir. À chaque fois. Mon rêve, c'est que l'État, qui est en train de faire son budget en ce moment, taxe enfin le kérosène. C'est tellement facile. Et comme ça, on peut voyager en train à des prix normaux, juste soutenables. Voilà. Merci. Didier. Et également, hein, moi, je me mets en fait sur, sur une position, je dirais, très, très pragmatique. Hein. C'est vrai qu'on voit que les finances publiques, hein, ne sont pas très, très reluisantes. Hein. Donc, comment faire les choses, justement, c'est-à-dire, pour moi, faire preuve de pragmatisme, trouver des solutions simples, être modeste. Pas aller sur des infrastructures hyper coûteuses,
dont on ne connaît pas véritablement si elles vont véritablement servir. Là, je parle du Lyon-Turin ferroviaire, par exemple, parce que quand on parle de finances publiques, effectivement, dans le ferroviaire, qu'on dépense autant d'argent dans cette infrastructure, avec vraiment peu de on va dire, d'issues positives. On n'est pas sûr que, on va dire, les chargeurs, d'un point de vue fret, vont suivre. Donc c'est extrêmement risqué et extrêmement destructeur de l'environnement. Donc voilà, moi je suis vraiment sur ce pôle, on va dire, de redonner à la population, de faire en sorte que plus personne puisse avoir l'excuse de dire « moi je ne peux pas faire autrement que de prendre la voiture ». Voilà, donc ça passe vraiment par un maillage. On est tombé à 28 000 km de voies ferrées. On avait plus de 60 000 km de voies ferrées, on va dire, dans les années 30. La Suisse a maintenu son réseau ferroviaire, l'Italie a maintenu son réseau ferroviaire. Nous effectivement, la voiture a supplanté cela en disant non, les gens vont beaucoup plus utiliser la voiture, le train s'est dépassé. Mais simplement, on commence à voir que les politiques se disent mais est-ce qu'on se serait peut-être pas trompé par rapport à ça, et effectivement, on commence quand même à voir un changement. Je dirais, quelles que soient les tendances politiques, je dirais, c'est un peu mon analyse. Ok, merci. Ok, c'est une question de valeur et de mesure. Denis, tu as eu le temps de réfléchir en plus. Ouais. Moi, je vais dire, faisons confiance aux jeunes et retroussons-nous les manches pour les accompagner dans leurs idées à eux, parce que je pense qu'ils ont plein de trucs sympas à nous faire faire. Mais je dis pas que c'est à eux de faire le boulot. Alors en 4 mots, non mais vraiment, non, ceux qui me connaissent savent que l'exercice est impossible pour moi. C'est pour ça, il était pour toi en fait à la base. Non, je vais pas clôturer le sujet. Clairement, c'est faux de dire qu'on se préoccupe pas de ces sujets-là et qu'il n'y a rien qui se fait. Et en même temps, on sent bien qu'il y a une vraie urgence à aller beaucoup plus loin. Et tout ça est multicanal. Il n'y a pas que le train. On est vraiment en front sur plein de sujets qui participent à la transformation de notre territoire. Et il faut qu'on y aille. Voilà. Donc on y met de l'énergie. Il y a une question de culture aussi, effectivement, au cœur de ce sujet-là. Voilà. Allons-y. Merci à tous, merci à nos invités, je vous laisse les applaudir. Donc Valentine a plein de choses à vous donner. Nous, on peut aussi vous donner rendez-vous si vous voulez revoir et partager. Ce sera bientôt disponible sur Mountain Changemaker, puisqu'on était tous là aussi pour capter en vidéo ces causeries, ou cette causerie en tout cas. Merci à tous et très bonne soirée. Merci.